Un matin brûlant à Ouagadougou, le silence s'est brisé sous un tonnerre d'applaudissements. En quelques minutes, Ibrahim Traoré a transformé un simple accueil en un manifeste pour la dignité africaine. Pourquoi ce moment, parmi tant d'autres, a-t-il résonné jusqu'aux diasporas, bouleversant la perception du Burkina Faso? Car sous la lumière sèche du Sahel, un président a osé dire au monde que l'Afrique n'est plus un récit raconté par les autres, mais une voix debout, lucide et souveraine. Ce jour-là, au-delà des applaudissements, Ibrahim Traoré a formulé une promesse que le Burkina Faso ne serait plus jamais raconté par d'autres. Il a assuré que la nation, debout au cœur du Sahel, deviendrait un lieu où les enfants de la diaspora reviendraient bâtir, investir et rêver. L'enjeu était double, restaurer la confiance perdue et prouver que la souveraineté africaine n'est pas un slogan mais une méthode. En levant la barrière financière pour la carte de résident permanent, le capitaine a transformé un symbole en politique concrète. Derrière ce geste se lisait une vision, unir les fils dispersés de l'Afrique autour d'un projet commun où chaque retour devient un acte de résistance. Mais une question plane toujours, cette énergie fraternelle suffira-t-elle à tenir face aux forces extérieures qui parient sur l'échec? La scène qui a marqué la visite de la diaspora ne fut pas seulement un geste diplomatique, elle fut une révélation. En moins d'une semaine, plus de 500 délégués afro-descendants venus de 25 pays ont foulé le sol burkinabé, multipliant conférences, cérémonies et engagements économiques. Derrière ce mouvement, une logique profonde s'esquisse: transformer la nostalgie en stratégie. Et c'est là que Ibrahim Traoré entre en scène, non plus en orateur, mais en architecte d'un récit nouveau. Depuis son arrivée au pouvoir, le jeune capitaine répète que la bataille décisive du continent se joue dans les esprits avant de se jouer sur le terrain. Pour lui, reconquérir la souveraineté commence par la maîtrise de la parole, celle qui décrit l'Afrique, la juge ou la caricature. Pendant des décennies, les médias extérieurs ont peint le Burkina Faso en rouge et noir. Aujourd'hui, il veut que la nation parle avec ses propres couleurs. Le projet de créer une radio et une télévision panafricaine, portée par la diaspora, s'inscrit dans cette logique. Raconter soi-même son histoire devient une arme aussi stratégique qu'une politique de défense. Mais le contexte reste tendu. Le pays sort à peine de plusieurs années d'instabilité et chaque réforme s'accompagne de risques réels. Les soutiens régionaux, notamment le Niger et le Mali, composent une confédération encore fragile tandis que les pressions extérieures persistent. Dans ce cadre, la venue des diasporas agit comme une bouffée d'oxygène. Elle montre que la confiance peut renaître, que le lien Afrique-Monde noir peut redevenir productif et surtout, elle rappelle qu'une nation n'est pas seulement faite de frontières, mais de mémoires partagées. Ce fut le véritable mini-révélateur de la rencontre. Le Burkina Faso n'accueillait pas seulement des visiteurs, il rappelait ses enfants à la maison. Le premier visage qui a émergé de cette dynamique fut celui d'une entrepreneuse de la diaspora revenue de Toronto après 20 ans d'exil. Elle raconte qu'en posant le pied à Ouagadougou, elle n'a pas reconnu la ville, plus d'initiatives locales, des jeunes qui parlent de projets solaires, d'agro-transformation, d'exportation régionale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un climat de confiance a commencé à renaître. Les ministères ouvrent des guichets dédiés aux investissements des Burkinabés de l'extérieur. Les démarches se digitalisent et la fiscalité s'assouplit pour les secteurs stratégiques. Cette politique a déjà produit ses premiers effets. Plusieurs startups issues de la diaspora ont lancé en moins de 6 mois des unités de transformation de mangue et de karité dans les provinces du Kadiogo et du Hooué. Mais derrière les chiffres, il y a un symbole, celui d'une génération qui revient, non par nostalgie, mais par conviction. Les jeunes diplômés rencontrés sur place disent vouloir reconstruire de l'intérieur, de rompre avec la dépendance au financement extérieur. Ce mouvement reste fragile, l'infrastructure manque, la sécurité demeure incertaine et la bureaucratie n'a pas encore disparu. Pourtant, chaque initiative réussie agit comme un signal. Le pays peut changer pas à pas si la volonté politique s'accompagne d'un relais citoyen. Et c'est là toute la portée du message de cette première vague. Le retour n'est plus un rêve sentimental, mais un projet collectif mesurable. Tout a commencé par un simple discours de bienvenue, mais dès la première minute, la salle a compris qu'il se passait autre chose.
Ibrahim Traoré n'improvisait pas, il installait une trajectoire, un récit. Ses phrases courtes, martelées, semblaient taillées même pour la mémoire collective. Pendant longtemps, d'autres ont raconté ce qu'ils voulaient de l'Afrique. Maintenant, c'est à nous de parler, lança-t-il. Le déclencheur était là, reprendre la narration, récupérer la voix. Dans les heures qui suivirent, les échanges s'enchaînèrent. Les délégations ont visité des chantiers agricoles, des usines de transformation, des centres énergétiques. Chaque halte révélait une même idée, produire, transformer, diffuser. À Bobo Dioulasso, un ingénieur revenu du Ghana a montré une unité pilote d'huilerie installée avec ses économies personnelles. À Ouaïgouya, un collectif féminin a présenté un atelier de tissage exportant déjà vers Dakar. Ces exemples se multipliaient comme des étincelles sur une carte. Puis vint le climax. Lors de la grande cérémonie de clôture, le président a annoncé la levée définitive des barrières financières pour la carte de résidence permanente. La foule a explosé. Des cris, des chants, des larmes. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'un chef d'État africain offrait à la diaspora non pas un simple hommage, mais une place. Le message traversa aussitôt les réseaux sociaux. Reviens construire. Cette décision, simple en apparence, a modifié la perception du pays à l'étranger. Des médias africains indépendants ont salué un acte de souveraineté assumé. Les observateurs occidentaux, eux, ont hésité. Fallait-il y voir un repli ou une ouverture? Mais pour les participants, la réponse était claire. La réconciliation entre l'Afrique et ses enfants passait par le droit d'appartenance. Dans les coulisses, des conseillers économiques parlaient déjà de partenariats structurants. Des représentants du ministère de l'Agriculture ont esquissé des programmes d'incitation pour les agro-entrepreneurs de la diaspora. L'énergie, l'immobilier, l'agro-industrie, 3 secteurs jugés capables d'absorber rapidement les investissements nouveaux. La machine était lancée et quand Ibrahim Traoré quitta la tribune, un détail frappa les caméras. Il serra la main d'une vieille femme venue des Antilles qui pleurait doucement. Elle murmura « On nous avait dit que c'était dangereux, mais j'ai trouvé la paix ici ». Ce moment, capté par une chaîne locale, devint viral. Ce fut la déchirure émotionnelle, l'image d'une Afrique qui se retrouve, non pas par idéologie, mais par reconnaissance. Depuis ce jour, la mission Bienvenue chez vous est citée comme un tournant, un événement où la diplomatie et la mémoire se sont fondues dans la même lumière. Et derrière chaque caméra, chaque poignée de main, se lisait la conviction que le Burkina Faso venait d'ouvrir une ère nouvelle, celle où l'histoire cesse d'être subie et commence à être écrite de l'intérieur. En un an, la trajectoire économique du Burkina Faso a connu une inflexion mesurable. Voici une comparaison entre la situation de départ et l'évolution observée. Le volume des investissements de la diaspora est passé de 12 millions à 47 millions de dollars, soit une croissance de près de 290%. Chaque million injecté crée en moyenne 35 emplois directs, selon le ministère de l'Industrie, un levier que le gouvernement veut amplifier. Cette progression n'est pas un hasard, elle traduit un basculement de confiance, une adhésion au discours de souveraineté d'Ibrahim Traoré. Deuxième indicateur, le nombre de projets agréés sous le statut retour de la diaspora a doublé, passant de 84 à 176 dossiers en moins de 12 mois. Derrière ces chiffres, 3 dynamiques s'entrecroisent. La simplification administrative, la sécurisation foncière et l'ouverture de lignes de crédit dédiées. Chaque projet approuvé représente un signal envoyé à la diaspora. L'État n'est plus un obstacle, mais un partenaire. Les premiers bilans montrent que 63% de ces projets concernent l'agro-transformation et l'énergie renouvelable, domaine jugé prioritaire pour la souveraineté économique. Troisième repère, les transferts financiers privés enregistrés par la Banque centrale sont passés de 380 millions à 110 millions de dollars entre 2023 et 2024. Ce flux représente désormais 9% du PIB contre 6% auparavant et alimente directement les circuits de production, construction, petites industries, infrastructures locales. Les économistes burkinabés y voient le signe d'un cercle vertueux. Plus la diaspora investit, plus la stabilité augmente et plus les retours s'accélèrent. Dans les provinces du centre-sud, par exemple, l'arrivée de ces capitaux a permis la réhabilitation de 27 écoles et la création de 3 centres de santé communautaires. Mais au-delà des chiffres, une autre mesure s'impose, celle du temps. L'administration publique, souvent accusée de lenteur, a réduit ses délais moyens
moyen d'enregistrement d'entreprise de 45 jours à 17 jours. Un fonctionnaire résume : « Nous avons compris que la rapidité, c'est aussi une forme de souveraineté. » Cette réforme, invisible pour le grand public, constitue pourtant la colonne vertébrale du redressement. Sans efficacité institutionnelle, aucun projet ne peut prospérer. Ces progrès restent fragiles. Les défis sécuritaires grignotent les marges de manœuvre, l'inflation pèse sur les ménages et les infrastructures demeurent insuffisantes. Mais pour la première fois depuis une décennie, les indicateurs convergent. Croissance soutenue, flux de capitaux réguliers, confiance rétablie. Les observateurs régionaux parlent d'un effet Burkina, un pays qui, sans capitaux étrangers massifs, reconstruit sa trajectoire à partir de sa propre diaspora. Ces résultats constituent la preuve la plus tangible du virage engagé. L'indépendance ne se décrète pas, elle se chiffre, se mesure et se partage. Depuis le début du virage souverainiste, deux lectures s'affrontent. Les uns affirment que le Burkina Faso s'isole dangereusement, rompant avec ses partenaires historiques et risquant l'asphyxie financière. Les autres rétorquent que cette rupture n'est pas un isolement, mais une réinitialisation des rapports de force, un recentrage sur les besoins internes. Ces deux visions coexistent, chacune avec ses preuves et ses angles morts. Les partisans de la première thèse évoquent la baisse de 22% de l'aide publique au développement enregistrée depuis 2022. Ils rappellent que plusieurs programmes européens ont été suspendus, que certaines entreprises étrangères ont ralenti leurs activités et que le climat des affaires s'est tendu. Pour eux, l'indépendance proclamée par le capitaine est une illusion. Sans capitaux extérieurs, disent-ils, aucun pays enclavé ne peut soutenir un effort de guerre et de reconstruction simultané. Il cite le cas du Mali, dont la croissance a ralenti après les sanctions régionales, comme un avertissement. Mais la thèse inverse repose sur des éléments tout aussi concrets. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le pays a diversifié ses partenaires. Le volume des échanges intra-africains a progressé de 41% et de nouveaux accords énergétiques ont été signés avec le Niger et la Guinée. Parallèlement, la mise en place d'un fonds souverain alimente des projets d'infrastructures sans dépendre de bailleurs extérieurs. Les flux de transferts privés compensent en partie la chute de l'aide internationale et la diaspora, désormais actrice économique, stabilise la balance des paiements. La confrontation de ces deux récits ne se résout pas en slogan. Elle révèle une transformation plus profonde, la redéfinition du mot autonomie dans un contexte post-colonial. L'autonomie, ici, n'exclut pas la coopération, elle exige qu'elle soit choisie, non subie. Et c'est précisément dans cet équilibre entre ouverture et indépendance que se joue le pari du Burkina Faso. Là réside le cœur du dilemme, se libérer sans se couper, s'allier sans se soumettre. Tout a basculé en une phrase. Lors du deuxième jour de la rencontre, Ibrahim Traoré s'est tourné vers la délégation et a déclaré : ceux qui écrivent notre histoire décident aussi de notre avenir. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel discours. Ce moment a marqué un pivot narratif, le passage du symbole à l'engagement. En coulisses, le ministère des Affaires étrangères officialisait la création d'un comité mixte diaspora-État chargé d'identifier 100 projets d'investissement d'ici 2026. Cette annonce, discrète sur le papier, a eu l'effet d'une onde de choc. Elle liait définitivement le récit politique à des objectifs mesurables, emplois créés, entreprises montées, infrastructures financées. Pour les observateurs, le signal était clair, le Burkina Faso entrait dans la phase de consolidation. À ce moment charnière de l'histoire résidait là, dans la prise de conscience collective que la parole devait désormais produire des résultats. La révolution ne se limitait plus à dénoncer l'ordre ancien, mais à prouver que l'Afrique pouvait construire autrement. Les premiers effets de la nouvelle orientation ne se sont pas fait attendre. À l'intérieur du pays, la perception du pouvoir a changé. La population voit désormais l'État comme un levier, non comme un guichet fermé. Dans les communes rurales, les programmes d'agrotransformation ont créé des chaînes de valeur locales. Des coopératives féminines exportent déjà vers le Ghana et le Togo. Les jeunes formés au numérique développent des applications pour la traçabilité agricole, soutenues par un fonds public-privé inspiré du modèle rwandais.
Cette dynamique, née d'un discours, s'est transformée en mouvement de terrain. Pour la diaspora, l'impact est tout aussi visible. Les retours s'accélèrent. En 6 mois, près de 1800 demandes de résidence permanente ont été validées. Des architectes, médecins, enseignants venus des États-Unis ou de France s'installent dans les pôles de développement régionaux. Chaque installation nourrit un effet boule de neige, formation de compétences locales, création d'écoles techniques, investissement partagé. Le lien entre mémoire et production devient concret. Le retour aux racines se traduit désormais en ligne budgétaire. Cette réafricanisation économique redonne confiance à une génération longtemps tenue à distance. Le monde des affaires, d'abord sceptique, réévalue aujourd'hui sa position. Les banques locales enregistrent une hausse de 38% des dépôts d'épargne issus de la diaspora. Les chambres de commerce, autrefois timides, s'ouvrent aux partenariats transafricains. Le modèle du petit marché intérieur laisse place à une logique de corridor, production burkinabé, distribution sahélienne, consommation régionale. Des observateurs parlent d'un nouvel écosystème de la fierté productive. Et dans ce climat de redéfinition, Ibrahim Traoré apparaît comme le catalyseur d'un récit collectif plus qu'un simple dirigeant. Sur le plan régional enfin, les répercussions se multiplient. Le rapprochement entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali s'est concrétisé dans la Confédération des États du Sahel, dotée d'un secrétariat économique commun. Cette union, perçue comme audacieuse, repose sur un principe: partager les ressources énergétiques et agricoles avant de chercher l'aide extérieure. Les retombées sont déjà visibles: mutualisation de la sécurité frontalière, harmonisation des taxes, lancement d'un projet ferroviaire intra-sahélien. Certains analystes y voient le retour d'une diplomatie africaine par la base, ancrée dans les besoins réels plutôt que dans les injonctions extérieures. Au total, les conséquences de cette mutation dépassent le cadre national. Elles dessinent la possibilité d'un modèle africain fondé sur la responsabilité, la coopération et la continuité. Le Burkina Faso, parti de si loin, devient un laboratoire vivant où la dignité se mesure en résultats. À l'horizon des 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso. Elles reposent sur les mêmes constantes: la stabilité institutionnelle, l'énergie des retours et la cohérence du cap fixé par Ibrahim Traoré. Voici une première possibilité, la voie de base. Le pays consolide les acquis actuels sans rupture majeure. Les flux de la diaspora se maintiennent autour de 45-50 millions USD par an et les investissements publics s'orientent vers les infrastructures rurales et l'énergie solaire. La croissance oscille entre 3,5% et 4%, insuffisante pour transformer profondément le tissu productif, mais suffisante pour maintenir la confiance. Les réformes administratives se poursuivent lentement, la sécurité s'améliore localement et la communication internationale repositionne le Burkina Faso comme pôle de résilience régionale. La deuxième possibilité est la suivante, l'option optimiste. Les partenariats sahéliens se renforcent, l'intégration énergétique avec le Niger et le Mali s'accélère et la production agricole franchit un seuil inédit. La croissance pourrait atteindre 5,8%, portée par la transformation agro-industrielle et le tourisme mémoriel. Les médias panafricains lancent leurs premières émissions communes, redonnant à la région une voix propre. L'effet d'entraînement devient continental, d'autres diasporas rejoignent le mouvement. Le pays entre alors dans un cycle vertueux où confiance et production se nourrissent mutuellement. Enfin, une dernière hypothèse se présente, l'hypothèse pessimiste. Les tensions sécuritaires persistent, la coopération régionale ralentit et les flux d'investissement s'assèchent. Le gouvernement doit alors arbitrer entre dépenses militaires et politique sociale, au risque d'une contraction de la croissance à 2%. Les promesses de la diaspora se heurtent à la réalité du terrain et le moral collectif s'effrite. Mais même dans ce cas, la logique de souveraineté ne s'effondre pas, elle s'ajuste, se replie pour mieux se redéployer. La recommandation, penser la souveraineté non comme une destination mais comme un mouvement continu, un apprentissage collectif de la responsabilité. Dans les rues de Ouagadougou, comme sur les réseaux, la transformation politique s'est muée en conversation populaire. 3 cercles principaux réagissent différemment au message porté par Ibrahim Traoré. Les jeunes urbains, les burkinabés de la diaspora et les observateurs africains extérieurs. Pour les jeunes urbains, ce récit est une école de confiance.
Ils y voient la preuve qu'un pays pauvre peut produire un modèle d'audace. Les débats universitaires s'en inspirent, souveraineté, communication, entrepreneuriat local. Les campus organisent désormais des forums baptisés Construire chez soi, où chaque atelier relie théorie et action, transformer les idées en prototypes, les prototypes en entreprises. Pour la diaspora, la résonance est émotionnelle mais aussi pratique. Des collectifs d'ingénieurs et de chercheurs créent des passerelles vers les institutions locales. Le retour n'est plus seulement un voyage symbolique, il devient un programme structuré. Un exemple, le réseau Burkina Next a annoncé la création d'un fonds participatif de 10 millions USD destiné à l'énergie rurale. Cette dynamique d'investissement citoyen montre qu'un récit peut générer de la valeur tangible. Enfin, pour les observateurs africains, l'expérience burkinabé sert de miroir. Elle les pousse à reconsidérer leur propre marge d'autonomie, à questionner les dépendances héritées. Certains médias régionaux qualifient désormais Ouagadougou de laboratoire du courage, mais ce courage demande à être entretenu. Par la transparence, par la cohérence, par la continuité, l'implication du public ne doit donc pas s'arrêter à l'enthousiasme, elle doit se traduire en participation mesurable, une signature, un investissement, une idée partagée. Pour transformer l'élan en structure, une feuille de route a été esquissée. Elle repose sur 5 étapes simples, coordonnées entre l'État, la diaspora et les collectivités locales. Première étape, identifier. Un inventaire exhaustif des talents extérieurs est en cours. Le ministère des Affaires étrangères centralise déjà plus de 4200 profils dans les domaines de l'ingénierie, de la santé et des technologies. Objectif, relier chaque compétence à un besoin local concret. Deuxième étape, canaliser. Les institutions financières nationales préparent un guichet unique de l'investissement diasporique. L'accès se fera en ligne avec un délai moyen de réponse fixé à 15 jours. L'idée est simple, ne plus perdre d'énergie dans la paperasse. Troisième étape, accompagner. Les municipalités offriront des terrains à coût réduit pour les projets structurants. En parallèle, un fonds de garantie publique couvrira 30% des risques initiaux. Chaque dossier sera suivi par un mentor de la diaspora pour assurer la viabilité. Quatrième étape, mesurer. Chaque trimestre, un tableau de bord publiera les indicateurs clés, montants investis, emplois créés, zones couverte. Cette transparence vise à construire la confiance, premier moteur de toute souveraineté durable. Cinquième étape, étendre. D'ici 2026, le modèle burkinabé devra être répliqué à l'échelle sahélienne. C'est la vision d'Ibrahim Traoré. Transformer une initiative nationale en stratégie régionale. Ainsi, la feuille de route ne se limite pas à un plan, c'est un contrat moral entre l'Afrique et ses enfants. Elle revient souvent dans les récits de cette rencontre. La vieille femme des Antilles que les caméras ont filmée, les yeux humides, serrant la main du président. Son visage a traversé les écrans comme un symbole silencieux, celui du lien retrouvé entre une mémoire dispersée et une terre debout. Dans ce geste, tout était dit, la fatigue des exils, la dignité recouvrée, la promesse d'un futur commun. Ibrahim Traoré, en raccompagnant cette femme, n'a pas seulement incarné un chef d'État, il a réhabilité un fil invisible, celui qui relie les peuples au-delà des océans. Ce fil, tissé de blessures et d'espérance, devient la matière première du renouveau africain. Les mots prononcés ce jour-là n'étaient pas grandiloquents, ils respiraient la simplicité des commencements. Et c'est peut-être cela la véritable force de cette séquence, une politique qui se souvient d'où elle vient avant de dire où elle va. Quand le cortège s'est éloigné, la foule murmurait une seule phrase, reprise comme un refrain. L'Afrique s'éveille et elle ne s'excusera plus jamais. Sous le ciel clair de Ouagadougou, la lumière tombe comme un voile apaisé. Le tumulte des discours s'estompe, mais quelque chose demeure, un écho, celui d'un continent qui reprend souffle et d'un peuple qui comprend enfin que la souveraineté commence dans la parole, mais s'accomplit dans l'action. Ibrahim Traoré a lancé un appel, la réponse ne lui appartient plus. Elle se joue désormais dans chaque geste, à chaque décision, chaque retour au pays. Les routes sont encore poussiéreuses, les institutions fragiles, mais la conviction est là. Rien ne change si personne ne s'en empare. Au burkinabé d'ici et d'ailleurs, ce récit propose une clé, transformer la gratitude en engagement. Aux Africains du monde, il offre un miroir. L'unité n'est pas un rêve, c'est une méthode. Et à ceux qui regardent de loin, il pose une question simple. Que ferons-nous chacun pour que cette histoire ne s'arrête pas ?